Eh bien, ne le touche pas, laisse-le et va dans la maison, va retrouver ta sœur. Bonjour à tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, toujours vérifier si la maison est aux normes avant de l'acheter. Ça éviterait les mauvaises surprises. Vous êtes prêts? C'est parti pour Arachnophobie. Alors, Arachnophobie est un film d'horreur américain sorti en 1990 et réalisé par Frank Marshall, dont c'est le premier film. Né en 1946 à Los Angeles en Californie, Frank Wilton Marshall, de son vrai nom, est le fils du compositeur Jack Marshall qui a notamment œuvré durant les années 60. Et depuis 1987, le bougre est marié à la fameuse Kathleen Kennedy, et oui, celle qui depuis 2012 est présidente de la société Lucasfilm, gérant les droits de la saga Star Wars pour le meilleur et surtout pour le pire. Après avoir fait ses armes chez le grand cinéaste Peter Bogdanovich à la fin des années 60, ouais, il y a pire comme début de carrière, c'est vraiment durant la décennie suivante qu'il va mettre en avant ses talents de producteur pour des réalisateurs prestigieux tels que Martin Scorsese sur La Dernière Valse en 1978 et Walter Hill sur Les Guerriers de la Nuit en 1979. Mais la carrière de Frank Marshall va passer un nouveau cap dans sa carrière à l'aube des années 80 en le dissociant avec un nom que vous connaissez forcément, Steven Spielberg. C'est simple, dans tous les films où le réalisateur de Jurassic Park est cité, le nom de Frank Marshall n'est jamais très loin. Que ce soit ceux où il a la casquette de réalisateur comme les 3 premiers Indiana Jones, La Couleur Pourpre, L'Empire du Soleil ou encore Always, mais également ceux où les deux se partagent la production, la trilogie Retour vers le futur, Poltergeist, Gremlins, les Goonies, sans oublier Qui veut la peau de Roger Rabbit. Après tous ces gros succès, Monsieur Frank Marshall veut enfin s'essayer à la réalisation, même s'il avait déjà été derrière la caméra en s'occupant du making-of de Poltergeist. Son baptême sur grand écran se fera en 1990 avec le film du jour qui obtient un joli succès, lui permettant de poursuivre en traitant bizarrement de sujets pas forcément faciles d'accès. Alive ou Les Survivants en 1993, narrant l'histoire vraie du vol 571 Fuerza Aérea Uruguaya qui, le 13 octobre 1972, s'est crashé dans la chaîne de montagnes des Andes en Argentine. Sur les 45 passagers, 29 trouveront la mort et les 16 restants se résolveront à manger les corps des passagers morts avant que les secours viennent les récupérer le 22 et 23 décembre, c'est-à-dire presque 2 mois après l'accident. Un excellent survival bien viscéral que je vous conseille. Puis en 1995, légère douche froide, en effet, il réalise Congo, adapté du roman éponyme écrit par Michael Crichton, car si le film est un beau succès au box-office, il se fait déchirer par les critiques malgré de beaux effets spéciaux signés par le légendaire Stan Winston. Déçu par la réception sévère réservée à son œuvre, Frank Marshall met sa carrière de réalisateur en pause, se concentrant principalement à son poste de producteur, mais surtout à sa famille. Cependant, presque 10 ans après, il revient pour un dernier tour avec Antarctica, prisonnier du froid, remake du film japonais réalisé par Koreyoshi Kurehara, sorti en 1983. Également comme Alive, tiré d'une histoire vraie où 3 membres d'une équipe scientifique sont forcés d'abandonner leur chien de traîneau en raison d'un accident et de conditions climatiques. Ces animaux devront apprendre à se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Une production Disney très touchante que je vous conseille. Après cela, il ne tournera plus rien depuis jusqu'en 2020 en réalisant un documentaire sur les Bee Gees. S'il n'est pas le plus grand cinéaste du monde, étant malgré tout un faiseur plutôt efficace, Frank Marshall aura réussi grâce à son sens du business à travailler avec les grands pour nous permettre de voir des œuvres qui ont marqué notre cinéphilie et la pop culture. Et sur ça, on peut lui dire merci. Mais revenons au début des années 90. Après lui avoir permis d'avoir certains de ses plus gros succès, Steven Spielberg, dont ils avaient créé ensemble la boîte de prod Amblin Entertainment, veut lui donner l'occasion de passer pour la première fois derrière la caméra. Et rien de mieux pour commencer que de se frotter à un bon petit film d'horreur sans prétention, mais diablement efficace pour les arachnophobes dont je fais partie. Ainsi sort en 1990 Arachnophobie. L'histoire au cours d'une expédition dans une région inexplorée du Venezuela à la recherche de nouvelles araignées à découvrir, une nouvelle espèce d'origine inconnue tue le photographe de l'équipe par morsure et s'introduit dans son cercueil. À son rapatriement dans la ville de Nacarena en Californie, l'araignée réussit à s'accoupler avec une autre espèce pour créer une nouvelle race mortelle. Suite à cela, plusieurs morts suspects commencent à se déclarer et Ross Jennings, le nouveau docteur de la ville, essaye d'en trouver la cause. Certes limité dans ses ambitions, Arachnophobie est en soi un film d'horreur pas très
très effrayant sur le papier pour ceux qui n'ont pas peur des araignées, mais qui se révèle finalement très angoissant dans la façon dont cette saloperie attaque ses proies. Un véritable hommage au film de monstres des années 50, mixant parfaitement horreur et comédie ironique, disposant de scènes réellement flippantes sur comment ces petites créatures à 8 pattes peuvent débarquer de n'importe où pour vous tuer. Vous ne verrez plus les araignées de la même manière. L'araignée est clairement ce qui caractérise le mieux nos phobies, et ça le cinéma l'a très bien compris et se l'est très rapidement réapproprié, en particulier dans l'horreur bien sûr, et ce dès les années 50 jusqu'à encore aujourd'hui. Qu'elles soient géantes comme Tarantula et Arachnid, de taille normale mais très nombreuses comme l'horrible Invasion, d'origine extraterrestre comme Starship Troopers, voire dans un registre un peu plus comique avec Arak Attack, elle est très souvent liée soit au conflit nucléaire, soit à des produits chimiques pour questionner nos craintes les plus tangibles à travers les avancées scientifiques. Arachnophobie joue sur un autre registre en traitant son sujet de façon réaliste via une araignée éloignée de son endroit natal et qui doit se créer un nouveau nid tout en tuant la menace qui pourrait s'interposer, à savoir l'homme. Une araignée quand même un petit peu plus grosse que celle qui squatte nos maisons et qui dispose, pour accentuer le danger, d'un venin mortel capable de tuer sa victime en seulement quelques secondes. La nature de la toxine et la quantité injectée déterminent l'effet de la piqûre et bien entendu l'emplacement où le sujet est piqué. Cela peut conduire à la paralysie ou la mort. La peur est présente et visuellement, ayant eu recours à de vraies araignées pour certaines scènes et des animatroniques notamment pour les scènes d'attaque, le résultat à l'écran reste encore aujourd'hui impressionnant dans leur façon de se déplacer et de bondir sur leur proie. Donc en soi, rien de particulièrement original dans le scénario, les invasions d'animaux ont toujours été monnaie courante que ce soit dans la littérature et le cinéma, le concept étant le même dans sa structure narrative car le but étant de jouer avec nos peurs ancestrales et les plus enfouies dans la nature humaine. L'homme se retrouve impuissant face à une créature qui le paralyse alors que la survie de son espèce devient l'enjeu principal. Ross, vous allez faire un pas vers elle. Je suis mort de trouille. Pourtant loin des poncifs éculés, Arachnophobie prend son temps pour amener une tension primale, le cinéaste empruntant le point de vue de la bête, le choix des cadres permettant de suggérer l'angoisse au moment où la créature se rapproche de sa victime. Faire monter la tension pour obtenir l'effet horrifique désiré, c'est certes basique dans son esthétique, mais c'est souvent les effets pratiques qui marchent le mieux plutôt que de jouer sur la surenchère visuelle, ce qui désarmorcerait l'aspect de terreur recherché. Grâce à une utilisation astucieuse des trucages et de la suggestion, la peur s'intensifie car on sait que ces petites bestioles peuvent s'immiscer n'importe où, dans une pantoufle, dans une lampe de chevet ou encore dans un coin de la chambre, pour bondir au moment opportun. Un procédé propre au cinéma d'horreur mais qui permet au film de bien vieillir plus de 30 ans après en préservant les sensations malaisantes aux spectateurs. Malgré une bonne gestion du rythme et du suspense, on pourrait quand même regretter quelques petites facilités. En premier lieu, la logique discutable du Dr Jennings qui met un temps fou avant de réaliser que le fameux nid en question est celui qui est dans sa ferme, alors que plutôt il était quand même tombé nez à nez avec une gigantesque toile d'araignée. Voir l'araignée elle-même qui pendant tout le film tue différentes personnes à certains endroits, Margaret la voisine de Ross, le Dr Metcalf ou encore le joueur de foot durant l'entraînement. Mais par contre, la maison du Dr Jennings qui a 20 mètres de son nid, elle attend les 20 dernières minutes pour les attaquer. Je sais que c'est un film hollywoodien, mais quand même, elle est un peu conne, hein. Maintenant, faut être honnête, malgré un scénario assez flippant sur le papier, Frank Marshall emploie un ton assez léger dans sa réalisation. Je rappelle que c'est une production Amblin, du coup l'humour est omniprésent. Certains personnages crèvent l'écran par leur comportement décalé, en particulier l'exterminateur d'insectes interprété par le toujours excellent John Goodman, et l'utilisation du gore est proche du niveau 0, même si certaines morts arrivent à mettre mal à l'aise. Des morts suspectes, d'abord mises au compte du Dr Jennings, débarquant dans une petite ville très conservatrice et d'où il faut s'adapter aux mentalités pour se faire accepter dans la communauté avant de découvrir le véritable danger.
Messieurs, dames, il est l'heure de conclure. Véritable hommage au film de monstres des années 50, Arachnophobie terrifie autant qu'il amuse, offrant un ton particulier oscillant entre le thriller psychologique à travers la phobie et la série B horrifique, mais très ancré dans le divertissement typique du cinéma américain. Si Frank Marshall n'est pas Joe Dante, il propose néanmoins des scènes amenant à une atmosphère angoissante, due en grande partie aux effets spéciaux créés par Chris Wallace, arrivant à montrer de façon crédible les attaques d'araignées, une référence dans le film d'horreur animalier via une approche réaliste sur la dite invasion et où la peur des arachnides est parfaitement retranscrite. Une recette qui marche toujours malgré le poids des années, une œuvre qui pourrait cependant impressionner les plus jeunes, voire ceux qui peuvent être facilement heurtés par ce style d'épouvante, soyez avertis quand même. Arachnophobie est un film culte à découvrir d'urgence. On peut pas dormir. On va se faire peur. Bon, venez dormir toutes les deux dans ma chambre. D'accord. Non, on n'a pas besoin de ça. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Arachnophobie, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Un bon bis horrifique bien old school qui, si comme moi vous supportez pas les araignées, devrait faire son petit effet. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.